Aujourd'hui, c'est vous qui prenez les commandes de l'épisode puisque vous avez voté sur les réseaux sociaux pour élire les 3 meilleurs films de Christopher Nolan. Nous commenterons votre classement et vous donnerons le nôtre, ainsi que plein d'infos exclusives sur le réalisateur d'Inception. Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité, avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Voici les clapeurs du jour. Notre première clapeuse est une journaliste qui fait tourner des toupies à tout va pour être sûre d'être bien réveillée, c'est Julia Solence. Bonjour à tous, je suis bien réveillée, je suis prête. Prête pour Nolan, on a hâte de voir ça. Face à elle, un clapeur responsable marketing qui prétend avoir tout compris à Tenet, les doigts dans le nez. Mais quand on l'interroge, il nous parle de course en voiture avec un chauve. On se demande s'il a pas confondu avec Fast and Furious, c'est Michael Godefroy. Ah bah ton micro est... Ton micro est activé, je t'en prie. D'accord. Oui. On voulait pas t'écouter. Non, tout c'est de ça, vous vouliez pas. Ouais, très bon film aussi. Désolé, Fast and Furious, super. Et enfin, nous retrouvons une clapeuse productrice qui avait participé à un précédent épisode en tant qu'auditrice, mais vu qu'elle a fait forte impression, il nous fallait la réinviter. Et c'est un peu celle qui est notre chevalier noir à nous, c'est Jeanne Nguyen Van Tien. Alors c'était parfait, jusqu'à Parfait. que tu m'appelles Jeanne. Jeanne, Jeanne. je t'ai appelé Jeanne. Oh Non, là je là, crois mais pas. Ça a T'es commencé sûr mal. je biperai, je referai dessus Jade. Ça ne J'étais va pas du super, tout mais marcher. j'étais très émue et si c'est pour des accueils comme ça, moi je viens toutes les semaines. Bah, Rad et Jeanne. Cœur. C'est une blague, je l'ai vu réagir. Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est donc Christopher Nolan, le réalisateur britannique, qui va être au centre de cet épisode. On va se demander quels sont les 3 meilleurs films de Christopher Nolan à partir du classement. Vous avez voté sur les réseaux sociaux avec le @clap5 et donc c'est votre podium qu'on va commenter. Et on va commencer d'ailleurs, on va faire la 3e place à la première. On va vous donner quelques infos sur les films que vous avez élus comme étant les meilleurs films de Christopher Nolan. On va vous donner le nôtre et petit à petit on va avancer pour découvrir quels sont ces meilleurs films. 3e, est-ce que vous êtes prêts? C'est bon pour vous? Oui. Totalement C'est prêt. parti. On est prêt. Allons-y, le 3e film selon les auditeurs, le 3e meilleur film de Christopher Nolan, eh bien c'est The Dark Knight, sorti en 2008, écrit par David S. Goyer, Christopher Nolan et son frère Jonathan Nolan. Est-ce que ce choix-là vous surprend ou pas, Michael? Non, absolument pas. Disons que pour moi, c'est voire le meilleur film des super-héros. Mais Nolan, à côté, a fait de très très bons films, des films super cultes. Mais c'est vrai que je pense qu'à une époque, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était son meilleur film. Aujourd'hui, ça a un peu tourné. Mais non, c'est une évidence. C'est une évidence, mais qu'il soit aussi 3e, pas 1er, pas 2e. Ah ouais, je trouve ça normal, ouais. Ça te surprend Ouais, pas? ça me surprend pas. Julia, t'es d'accord avec ça? Bah, j'aurais peut-être vu un petit peu plus haut, mais c'est vrai que c'est pas du tout étonnant qu'il soit sur le podium. Ça m'aurait vraiment choqué qu'il le soit pas. C'est vraiment un film hyper populaire. Et je trouve qu'en fait, il y a eu tellement aussi d'envergure autour de la performance d'Heath Ledger que ça a aussi fait la légende de ce film. Qui a eu un Oscar posthume parce qu'il était Exactement. déjà décédé au moment de la Ouais. cérémonie des Oscars. Jade, pareil, toi, surprise ou pas par cette place-là et ce film-là? Pas du tout surprise parce que je pense que d'un point de vue populaire, c'est bon, en dehors de Memento, c'est vraiment un des films qui a vraiment fait découvrir le nom de Christopher Nolan au plus large public. C'est là où je trouve aussi qu'on commence à déceler un certain esthétisme, une certaine mise en scène différente. Mais je suis d'accord, notamment sur le fait qu'il est très différent de Batman Begins. On voit Oui. que Batman Begins c'est son premier blockbuster parce que il est un peu en mise en scène, il est un peu classique quasiment, tandis que Mais- The Dark Knight est beaucoup plus pointu. La seule trace qu'on trouve de chez Nolan dans Begins, c'est le fait qu'il y ait Cillian Murphy dedans. Et le scénario, non mais Oui, je trouve que le mais je veux scénario dire, de en Batman termes de- Begins c'est Nolan, mais en la termes mise de en choses scène identifiables, en Ouais. mise en scène, tu le vois pas trop. c'est Et un peu encore plus. et Ouais. comme le disait si bien Julia, c'est que Heath Ledger est devenu c'est mythique et on s'est tellement cassé la figure sur le rôle du Joker, même si pas Robert Pattinson, Jack Jared Nicholson Leto. est passé, Ah. etc. Ça a été Moi, j'étais après. ça a été un challenge Ouais. à soulever et ça a été un pari complètement réussi. Donc oui, il a toute sa place dans ce classement. Oui, bah surtout que Heath Ledger, c'est vrai que bon, il y a toute cette légende autour de lui, le fait qu'il est passé, il y a plein d'anecdotes Plusieurs sur The semaines, Dark Knight. Non, plusieurs jours, je crois que les semaines, ça c'est peut-être un peu C'est juste exagéré. le côté marseillais. Je crois que oui, c'est ça, D'accord. plutôt, parce que je crois qu'en fait, c'est comme quelques jours dans un D'accord. hôtel tout seul avant le tournage, qu'il y a plein, quand il applaudit évidemment, au moment où le commissaire Gordon est promu.
Promu. J'ai tenté. Il applaudit, c'est de l'improvisation. Le maquillage, il a beaucoup contribué à la création du maquillage du personnage. C'est vrai que c'est un acteur qui s'est vraiment approprié le rôle. Julia, Et puis aussi au niveau de l'improvisation. Il y a certaines scènes, comme par exemple la fameuse scène de l'hôpital qui devait exploser, où il y a eu un problème technique et au moment où Heath Ledger appuie sur la télécommande, normalement l'hôpital entier devait exploser, mais il y a juste une toute petite partie. Et du coup, en fait, après là, c'est une improvisation où Heath Ledger était tellement dans son personnage qu'il a continué à appuyer sur le bouton en tentant, etc. Et en fait, c'est là où on voit tout le talent en fait d'Heath Ledger, où Nolan il s'est dit gardons tout de suite cette scène qui est juste incroyable. Mais d'ailleurs, il y a Michael Caine qui il y a pas longtemps a témoigné en disant qu'il avait été terrorisé parce qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas croisé Heath Ledger avant le tournage. Premier jour de tournage avec Heath Ledger, c'est la soirée où le Joker s'incruste chez Bruce Wayne et il s'attendait pas à ça et en fait il a oublié son texte pour la première prise parce qu'il a été troublé par le fait que Heath Ledger soit autant habité par le Joker et je crois qu'il dit qu'il a ressenti comme je sais pas une onde de mort. Non mais un truc un peu vraiment très froid, un peu quelque chose de comment non je t'ai dit oui voilà il a communiqué non mais voilà c'était une interprétation tellement habitée qu'il y avait quelque chose vraiment de terrifiant là-dedans et que lui-même l'a ressenti alors que Michael Caine il était déjà un peu âgé, il a tourné avec les plus grands, il avait l'expérience c'est ça, il avait l'expérience et pourtant il a été complètement surpris par cette interprétation. Tu voulais dire quelque chose avant, Jade ? Oui, pour venir du coup toujours sur le rôle du Joker parce que je pense que c'est vraiment ça qui nous a tous marqué dans ce film-là, c'est que Jack Nicholson avait rencontré Heath Ledger pour la préparation du rôle et il l'avait mis en garde en disant fais attention parce que ce rôle t'habite, tu ne prends pas le rôle, il t'habite et surtout n'utilise pas de médicaments, essaye de rester quand même une partie de ta conscience qu'elle soit toujours présente même dans le personnage et malheureusement Heath Ledger s'est donné à corps à ce personnage-là mais Jack Nicholson connaissait lui-même les dérives comme si ce personnage en fait il y avait vraiment quelque chose de un héritage non seulement un héritage mais comme une sorte de rôle maudit tu vois parce que on donne tellement c'est un personnage qui demande tellement que les acteurs ouais voilà je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mystification autour de ce rôle-là parce que c'est un défi tellement dur à le relever. Et je sais plus ce que je voulais dire mais j'arrive. Ah non autre chose vas-y Michael. Non, bah moi, surtout peut-être pour rebondir là-dessus, il y a aussi des scènes très très marquantes. Je trouve que l'ouverture de ce film, c'est une des ouvertures les plus époustouflantes. Le cast là, c'est incroyable. Et surtout, comment présenter un personnage en une ouverture. Bam, c'est bon, le film est lancé. Surtout, c'est incroyable. Il présente un personnage avec, du coup, tous les personnages sont des clowns. Oui. Le spectateur. Oui, c'est ça en plus, bien sûr. Tu sais pas où tu te trouves, tu sais pas qui est qui, et tu vois juste cette séquence en montage, c'est un montage alterné, qui se passe du coup au même moment, mais de plusieurs points de vue, et c'est tout à fait prenant, et ça montre aussi l'envergure. Il y a d'autres scènes comme ça, d'ailleurs, dans The Dark Knight, il y a aussi la scène, on en parlait là, où le Joker s'incruste dans la fête de Bruce Wayne. En même temps, il y a le meurtre de la juge, du commissaire, et en fait, c'est aussi un montage alterné. C'est quelque chose que réussit très bien Christopher Nolan et qui fait d'ailleurs depuis longtemps. Il travaille vraiment le montage. Bon, on va peut-être en parler de Memento ou de Following, son premier film. D'ailleurs, on peut directement passer à nos classements personnels, et je dis ça parce que justement, en troisième meilleur film de Nolan, j'ai mis Following. Alors c'est son tout premier film de 98. Alors c'est peut-être un peu surprenant, je sais pas si c'est vraiment mon troisième film préféré de Nolan, mais c'est aussi pour le mettre un peu en lumière et le faire découvrir, parce que je trouve que Following c'est exactement, il est très peu connu. Il dure 1h10, c'est vraiment simple à voir, et il est vachement bien, et c'est exactement ce qu'est Christopher Nolan dès son premier film, qui a été, on parle là de tous ces films, ces films coûtent très cher, Tenet 200 millions de dollars environ, Inception je crois que c'est 180 millions de dollars, mais Following c'est 6000 dollars, donc 6000, oui, non, 6000 pounds même, ce qui est techniquement encore moins cher en dollars. Ah c'est voilà, et ça, donc il a tourné un week-end pendant un an ce film là, et je trouve que c'est exactement, avec cette narration non chronologique, je parlais du montage, c'est pour ça que je crée ce lien, c'est exactement ce que va devenir, je trouve, les prémices de Nolan, qui fait un film sans budget, et donc ça montre à ceux qui aimeraient peut-être devenir Christopher Nolan en tant que cinéaste qu'en soi, avec très peu de budget, lui son astuce c'est aussi le noir et blanc,
qui permet de faire en sorte qu'un film ne coûte pas cher, on peut quasiment sans budget faire un film un film ambitieux quoi, il parodie un peu, non pas il parodie, il reprend une sorte d'hommage au film noir américain, et c'est avec il y a le personnage de la femme fatale, tout ça, et c'est vraiment un film je trouve très réussi que les gens ne connaissent pas assez, donc moi je conseille Following. Michael, toi quel est ton troisième meilleur film de Christopher Nolan? Moi je suis les internautes, comme j'aime l'appeler, tu es raccord. Non, The Dark Knight, c'est pour ça quand tu m'as posé la question tout à l'heure, je t'ai dit que c'était logique pour moi parce que c'était aussi ton choix c'était mon choix aussi personnel. personnel, donc je sais pas ce que je peux rajouter sur ce film, on en a beaucoup parlé. Mais d'accord, très bon choix. Julia, toi? Alors moi, c'est un film très connu, Inception. Inception, pour toi carrément troisième place. Ça a été J'aurais bien aimé le mettre plus haut, mais il y avait d'autres films qu'on va découvrir. Exactement, je ne dirai rien. Mais donc Inception, juste incroyable, enfin cultissime. Après, j'ai envie de dire tous les films de Nolan sont cultissimes, mais ce que je trouve particulièrement incroyable dans celui-là, déjà je trouve que c'est un thème très difficile à aborder, la notion de rêve, un petit peu monde parallèle, etc. Enfin, je veux dire, tout ce qui est un peu... Souvent, la marque de Nolan, c'est un peu aussi dépasser les limites de la conscience humaine, dépasser les limites de ce que connaît l'être humain. Et je trouve que c'est particulièrement réussi dans Inception. Et aussi, après, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que personne n'aurait pu mieux réaliser Inception que Nolan en fait. Mais moi, je te rejoins notamment sur l'idée je trouve qu'Inception, c'est un peu un film absolu dans le sens, je veux pas dire que c'est le meilleur film de l'univers, tout ça, mais absolu pour son thème le rêve. Aujourd'hui j'ai l'impression que tu ne peux plus faire un film qui parle du rêve, parce qu'en fait il a tellement tout exploité, Nolan, dans Inception, qu'on va te renvoyer Inception, on va dire oui mais ça c'est Inception, mais en fait c'est parce que Nolan a tellement tout parcouru, tous les concepts inhérents au rêve, il les a tellement explorés avec Inception que vraiment c'est quasiment impossible. Et encore une fois dans Inception on retrouve ces montages alternés, ces montages parallèles qui fonctionnent si bien et qui font un peu partie de sa patte. C'est aussi sa force quand même de prendre un sujet et de le démonter. Parce que Interstellar, t'es là derrière, la SF, après Interstellar, c'est compliqué de refaire un super bon film. La SF, c'est quand même plus large qu'un rêve. Interstellar, à la base, c'est pas son projet initial. C'est-à-dire, à la base, il est écrit par son frère. Alors, c'était écrit par son frère, mais à la demande de Spielberg. Donc, c'est-à-dire que à la base, c'était dans les années 2000. C'est demandé par Spielberg, ça doit être réalisé par Spielberg. Je sais pas si c'est lui. Il travaillait avec. À la base, c'était signé pour que ce soit lui qui le réalise. Et il a dit, on confie l'écriture du film à Jonathan Nolan, donc le frère de ce dernier. Et puis au final, ils ont laissé tomber. Ça tombait bien parce qu'après Memento, c'est là où Nolan s'est assigné avec Warner Bros. Et tout s'est très bien coupillé, mais initialement c'était pas son projet à lui. Oui, mais on est d'accord que Interstellar il est arrivé beaucoup plus tard que Memento, parce que Memento il est sorti en 2000, en 2000 et Interstellar il est arrivé en 2014. Donc mais il a commencé à être écrit en 2006. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est pour ça. Mais en termes de temporalité, ce qui est d'ailleurs un thème très propre à Christopher Nolan. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est juste pour dire qu'il prend un sujet comme Batman. Oui. Batman, c'est bim, on dit tous que c'est le meilleur des Batman. Il prend un film, il prend un thème et ça devient tout de suite une référence. Ça devient une référence. Je sais pas si quelqu'un risquera à refaire de l'entropie après Tenet, mais en tout cas, c'est sûr qu'on le ramènera toujours à Tenet. Parce qu'il a poussé, c'est peut-être aussi un des défauts qu'on a reproché à Tenet, donc son dernier film, c'est ça, c'est qu'il l'a poussé peut-être trop loin, et c'est pour ça que tout le monde n'a pas forcément suivi. Jade, quel est ton troisième meilleur film de Christopher Nolan? Ça tombe bien parce qu'aucun de nous sommes d'accord, donc moi c'est Dunkerque. D'accord, intéressant. Et oui. Écoutez, je sais que c'est pas le cas de beaucoup de personnes, mais moi j'ai été transportée par ce film en fait. Parce que non seulement il sort de ses thèmes habituels, qui est le monde du rêve, de l'inconscient, etc. Ce qui ne me déplaît pas, parce que même si j'ai bien aimé Inception, pour moi c'est pas mon préféré, mais loin de là. Et Dunkerque, tout ce film... Mais après, ce qui est dommage, et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il n'était pas apprécié, c'est que les salles qui accueillaient ce film-là n'accueillaient pas d'un point de vue tactique comme il le fallait, parce que la manière dont en IMAX 70 mm. Mais comme Tenet d'ailleurs, c'est très pointu, comme il y en a pas beaucoup qui à Paris, il y a quelques salles qui le font. La Cinémathèque, moi je l'ai vu à la Cinémathèque française, présentée par Christopher Nolan en 70 mm, et ça envoyait. Mais et en fait, ce qu'il suggère là, c'est pas un film, mais c'est une expérience globale, parce que son but c'était vraiment de transporter les gens qui regardent le film, ce qui s'est vraiment passé pour cette l'opération Dynamo. Et malheureusement moi je n'ai pu le voir que sur ma télé, mais c'était déjà ça c'est fou. Pour moi ça veut dire quelque chose, le fait qu'un film qui soit aussi fait pour le cinéma t'est marqué sur ta télé. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est que ça m'a transporté, et surtout
moi qui aime bien justement souvent la subtilité de dialogue, ce film où il y a si là, peu oui. de dialogue et que tout part vraiment de la mise en scène, de la puissance des scènes, de la mise en scène, je veux dire, ça m'a. J'aurais voulu le mettre en 1, mais on verra plus on tard. va voir ce qui va se passer à la deuxième et la première place, Julia. Juste Oui. pour rajouter sur Dunkerque, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et aussi la musique. La musique, on dirait qu'elle sert de dialogue en fait. Ouais. C'est incroyable. La musique sert de tension, elle a un rôle mais tellement important dans ce film. Dans tous les films de Christopher Ouais, Nolan, mais d'ailleurs. dans Bah, celui-ci où il n'y a pas beaucoup de dialogue, je trouve que du Oui. coup elle a un rôle différent. Oui, je suis Ouais. d'accord. Mais Dunkerque, moi, c'est assez fou parce que c'est un film. La première fois, c'était du coup cette fois-là où je l'ai vu et du coup j'étais un peu déçu parce que moi j'avais l'habitude de Nolan avec ses scénarios et c'est ce que j'aime aussi chez Nolan. Et là, du coup, il y en a quasiment pas. C'est vraiment comment est-ce qu'on vit. C'est une expérience. C'est vraiment un film un peu expérimental parce que il tente sur la temporalité. Ça se passe sur une semaine, sur un jour et sur une heure. Et en fait, il mélange les trois pour nous plonger au cœur de l'action avec ses soldats et de différents j'appellerais points de vue. de sa part, j'appellerais pas ça expérimental, justement. C'est quelque chose, il joue avec les temporalités Mais- souvent dans Parce- ces, oui, dans mais ces du coup, films. non, mais c'est une approche expérimentale du cinéma, pas de sa part. Lui, je dis pas qu'il l'expérimente par rapport à ses autres films, mais par rapport aux films américains classiques, pour un gros film de studio avec un gros budget, alors évidemment, on n'est pas dans l'expérimentation de David Lynch, mais c'est une façon d'expérimenter comment faire un film de guerre sans dialogue, effectivement, sans narration, parce que il faut sauver le soldat Ryan, il y a un enjeu. Allons sauver le soldat Ryan. Là, là, c'est juste tentons de survivre, mais c'est la guerre, quoi. Donc, justement, il raconte la narration, elle passe par cette temporalité, par ce montage-là, mais pas tellement par le fait de un enjeu, un élément déclencheur, quelque chose. C'est beaucoup moins classique que d'habitude. Mais d'ailleurs, je vais vous demander, question, est-ce que Nolan a un style identifiable? Et si oui, qu'est-ce que c'est que ce style, Julia? Bah, je dirais déjà la musique, comme je viens d'en parler, mais c'est hyper important. Alors, notamment l'association avec Hans Zimmer, mais pas que. Par exemple, sur Tenet, c'était pas Hans Zimmer, et pourtant la musique, elle est tout aussi Elle est importante. incroyable, la musique Ouais, de exactement. Tenet aussi. Ouais. Donc, du coup, même si Hans Zimmer est très très bon, voilà, je lui lance toutes les fleurs du monde, mais C'est Ludwig Göransson pour Tenet. exactement. Donc la musique et puis le temps, parce que peu importe le film, le temps est tellement important. Et même je trouve qu'il arrive à nous faire douter en sortant d'un film de Nolan. On se met à réfléchir sur le temps qui passe. Enfin, Ouais. je trouve que c'est assez incroyable le message qu'il essaye de faire transmettre sur le temps, les secondes, les minutes. En fait, il joue avec vraiment le temps dans son ensemble, que ce soit par jour, minutes, secondes. Et au rythme de la musique, en fait. Je trouve Et, que c'est- et il pousse ça au rythme de la musique, il le pousse très loin, parce que par exemple, le thème, bah là c'est plutôt Hans Zimmer du coup, mais pour Inception, le vombrissement, ça se dit Ouais. vombrissement Oui. Je sais pas, voilà, Je crois on que a c'est ça, compris. ouais. Au début, en fait, c'est non, je ne regrette rien au ralenti. Et vous pouvez trouver sur YouTube Oui. une vidéo qui compare, et en fait, ils ont juste ralenti extrêmement la musique. Hans Zimmer a fait ça, et ce et ben c'est non, je ne regrette rien, un ralenti assez extrême. Et donc, il y a tout un travail, parce que ça commence sur les limbes, ce qu'ils appellent les limbes dans Inception, qui est le temps le plus ralenti, et donc la musique commence en étant en fait une musique extrêmement ralentie. Jade, pour toi, il a un style identifiable, Christopher Nolan? Ah, clairement, je pense que quand tu vois. À part Following, il faut quand même savoir que Oui, c'est de Il faut lui. être un minimum connaisseur. Mais sinon, il y a. Ah, moi, je trouve que non, justement, dans la narration, il y a un Ouais. twist à la fin, ce qu'il peut y avoir aussi chez Christopher Nolan. Je trouve que déjà, dès Mais comme Following, comme il y a... tu le disais tout à l'heure, ça fait tellement écho au style des films noirs des années 30, si tu veux. Moi, j'avais l'impression de revoir un Hitchcock, en fait, quand Oui, j'ai c'est vu ça, Following. Mais c'est une de ses références. Pour, Nolan. pour le reste, oui, déjà dans la manière de monter, je veux dire, enfin, on essaie de des récits fragmentés systématiquement. Ouais. Dans les thèmes aussi, tu as régulièrement. 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 Ouh, ça me dit ça, Ou ça avec a été compliqué. récurrence. Régulièrement, tu as eu les thèmes de la famille, des familles éclatées qui sont souvent amenées dans les récits, que ce soit dans Inception, que ce soit dans Interstellar. Batman, Ah, dans Interstellar, Interstellar, oui, et évidemment. qui fait écho à sa propre histoire, parce que lui, il fait Dans famille Tenet qui... aussi. Tenet, j'avoue, Et je ne l'ai pas vu, je n'ai Ah, pas t'as eu pas le vu temps Tenet? d'aller. Ah, bah alors là, on C'est va le avoir un seul, souci. c'est le Il seul va nous que je manquer n'ai pas Tenet. vu. Bon, bah alors ton... Mais sinon, voilà, le thème de la famille qui revient régulièrement, même dans Batman, il arrive à en faire quelque chose d'assez évident. Mhm. Ça, c'est quelque chose que tu notifies tout de suite chez lui. Et ensuite, dans la colorimétrie. Pour moi, chaque Ouais. film
que tu regardes, il y a une colorimétrie choisie, que ce soit par exemple Dunkerque sur ces tons bleu, vert tu as froid, il peut faire 35 degrés en été, tu as froid en regardant le film parce que tu es dedans. Batman, c'est pareil, Inception, tout le temps tu as une esthétique autour d'une même palette et un reflet de lumière aussi sur les visages qui est tout de suite identifiable à Nolan. D'accord, et Michael, toi Je suis assez d'accord avec toi, tu as presque tout dit donc c'est compliqué. Je suis assez d'accord avec toi, mais par J'avais contre. cru que ça allait être compliqué de pas être d'accord avec moi. Non, justement sur la froideur, je dirais que vu que effectivement c'est bleu, c'est bleu, blanc, gris, on va dire, sur à peu près tous ces films, et justement sur les personnages, ça déteint aussi sur les personnages, parce que quand on parle effectivement qu'il y a des problèmes dans la famille, tout ça, c'est une émotion assez glaciale, assez froide. C'est-à-dire que moi je me suis jamais réellement identifié, j'ai l'impression que c'était trop froid, trop glacial quand il y a la fameuse scène dans Interstellar où Matthew McConaughey est en train... c'est Matthew ? Mathieu, salut, on l'embrasse, qui est en train de pleurer. C'est une émotion très glaciale. Enfin, c'est très dur à expliquer, mais c'est des émotions glaciales dans ces films. Je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle, et je crois que c'est Pierre Berthomeu dans son livre qui appelle ça comme ça, du minimalisme monumental. Et en fait, c'est ce que fait Nolan. C'est vraiment, et c'est ce que faisait, et c'est ce qui fait qu'il s'inscrit dans la lignée de Stanley Kubrick, qui au-delà d'être une référence pour lui, c'est aussi un peu, il va te montrer des choses qui sont vraiment monumentales. Mais il va le faire avec et c'est un peu la même chose dans les émotions. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui lui est reproché parfois à Nolan, c'est d'avoir un cinéma un peu froid, qui manque d'émotion. Après ça dépend. Moi je trouve que par exemple Inception, il y a de l'émotion. Interstellar, je crois que les gens ont reconnu qu'il y avait de l'émotion dans Interstellar. Mais Inception, c'était peut-être pas le bon exemple. Mais c'est vrai que par exemple dans Tenet, bon là il a été très décrié pour Tenet parce qu'effectivement zéro émotion dans les personnages. Et dans Inception, tu le disais, mais finalement quand on voit DiCaprio avec sa femme, c'est une émotion un peu particulière même. C'est étrange. Moi, je trouve que sa relation dans ses rêves, tout ça, c'est un peu particulier. Donc, mais qui est réussi, moi, je trouve. Qui est réussi, mais c'est son style. Ça concorde en fait d'ailleurs, au film. je vous propose de passer à la deuxième place, selon les auditeurs. Le deuxième. Alors, je vous annonce un truc, ça s'est joué à une voix entre la deuxième et la première place. C'est très très serré. Le deuxième film, justement, c'est Inception pour les auditeurs. À une voix près, Inception de Christopher Nolan, écrit par Christopher Nolan et sorti en 2010. Surpris, pas surpris, Michael. Je te laisse reprendre dessus. Je crois que niveau box-office, au niveau notoriété de Christopher Nolan, ça a été le tournant. C'était pour moi, il était connu. Notoriété, je pense que il est connu de base, mais là, Inception, je sais que ça a retourné le monde. Ça a retourné le monde. C'est une validation en fait de la part du public et à la fois de faire quelque chose de très poussé et en même temps de toucher un large public. Une confirmation, une validation, confirmation. Oui, mais mondial. Enfin, ça a pris tout le monde. Le monde a été retourné avec ce film. C'est devenu un film culte. C'est ça, voilà. L'histoire de la toupie, tout est. Et on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir exploité le rêve à ce point-là, aujourd'hui, vraiment, je trouve que c'est quasiment impossible de faire un film sur le rêve en tentant de faire quelque chose que n'a pas fait Nolan dans Inception. Sans se référer à Inception. Oui, c'est ça. Je pense que ça dépend dans quelle optique tu le prends, parce que Nolan, on est vraiment sur quelque chose de complexité qui même plus du ressort de comment fonctionne l'esprit. Que après, je sais, tu peux prendre n'importe quel autre film qui va s'attaquer même au symbole des rêves et pas à son fonctionnement. Ça restera sur du rêve, mais on n'est pas du tout dans le même traitement du sujet, tu vois. Je sais pas, moi c'est dans l'idée, le fait que le temps se dilate, le fait que tu puisses inventer. J'ai l'impression que même si tu faisais un film, quasiment un étudiant pourrait faire un film, on lui parlerait de ça, il fera un film sur le rêve, donc avec peu de moyens, mais vu que les thèmes sont là, ça reviendrait quoi. Mais d'ailleurs, ça vient de ses propres expériences de rêve lucide, Nolan, ce qu'il a fait là, et justement, je crois que il raconte dans un livre que un de ses outils pour savoir quand il fait un rêve lucide, si c'est le cas ou pas, il prend un livre dans la bibliothèque et du coup il voit si ça change, parce que du coup tu t'ouvres une page, tu fermes et tu réouvres et c'est pas la même page, parce que du coup ton esprit invente, et c'est ce qui lui l'intéressait, le fait que ton esprit réussisse à mettre des choses dans un livre, tu l'ouvres et il va mettre des choses dedans, et donc voilà, ça vient de là. Et c'est un film qui a pris aussi beaucoup de temps à se faire, qui a pris 10 ans à se faire, je crois, qui voulait faire à l'origine comme étant un film en fait de casse, et en fait c'est devenu plutôt un film sur le rêve et qui mélange, parce que c'est quand même un film de braquage, mais autour du rêve. Mais donc, vas-y, Julie. Non, et puis la musique aussi, je trouve qu'elle a un peu rendu le film encore plus culte. D'ailleurs, je crois que c'est la musique de film la plus écoutée sur Spotify. Ah bon ? Time. Ah oui, Time, c'est possible. Et très belle, sur Time. YouTube, elle comptabilise 116 millions de vues, je crois. Enfin, J'aurais pensé que ça aurait été plus celle d'Interstellar, tu vois, pour le coup. Et ben, en tout cas, sur Spotify, il y a je crois 4 ans que de c'est différence entre les deux. Peut-être qu'avec le temps, ça va se. Mais, c'est possible. Mais Time, je pense qu'elle est un peu plus culte que Interstellar quand même. Mais
mais ce qui est marrant aussi d'ailleurs autour d'Inception, c'est que c'est une métaphore un peu du cinéma. J'ai vu ça que du coup Cobb, qui est d'ailleurs aussi le nom du personnage de Following, le suiveur, il y a un lien entre les deux. Exact. Et ce serait le réalisateur. Arthur, qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, c'est le producteur. Ames, qui est joué par Tom Hardy, l'acteur. Ariane, qui est donc joué par Elliot Page, c'est le chef d'écho. Saito, c'est un gérant de studio de cinéma. Et Fisher, c'est le spectateur. Fisher, qui est donc, je vais pas citer les acteurs, après c'est Ken Watanabe pour Saito. Et Fisher, c'est Cillian Murphy. Et donc en fait, ça crée une belle métaphore de ce qu'est le cinéma au sein d'un film qui parle pas du tout de cinéma, qui parle de tout à fait autre chose. Et je trouve que c'est très propre à Nolan. Je sais pas, qu'en pensez-vous? Je suis totalement d'accord. Vas-y, Julia. non, je suis totalement d'accord. Mais vous avez gazé. Non, mais allez-y. Non, mais rebondissez sur autre chose, hein, ne restons pas En là-dessus. fait, j'étais tellement d'accord que je n'avais plus d'argument à dire. Aurélien fait des démonstrations. S'opposer à ça, en Il fait, fait une tu vois. démonstration, Aurélien. C'était une masterclass Oui, de c'est sa part. Faut pas que je C'est parle le trop. cours. J'étais sans voix. Mais faut J'étais- qu'on- Exactement. Mais J'étais bouche bée. faut qu'on vous écoute aussi, vous. Alors allons-y. Alors, deuxième place pour vous, quel est le Oula, l'impression. deuxième meilleur film de Christopher Nolan, Michael? Et bah écoutez, il arrive à cet endroit, mais je mettrais du coup Memento. Memento, d'accord. Et oui, c'était une petite révélation. Je l'ai revu, je crois, 10 ans après, et c'était un grand plaisir de le revoir. Pour moi, alors parce on parlait de budget, mais ce film n'a pas du tout coûté aussi cher que tous les derniers qu'il a oui. fait, et je trouvais que c'est une masterclass. C'est son deuxième film, Oui, c'est ça. rappelons-le. Et je me dis en fait, avec le budget qu'il a, c'est une masterclass. Tu sais, il me fait penser un peu. Combien de budget? Ou tu Je l'as l'ai pas? plus, là. C'est pas grave, t'inquiète. C'est pas. Non, mais c'est un petit budget. Il m'a vraiment. Moi, je peux pas faire de masterclass comme Aurélien. On n'a pas le niveau. Non, mais par rapport à Tu nous as Tenet. tellement parlé de Oui, c'est budget, ça. j'ai cru que. Mais par rapport à Tenet, Oui, voilà, ouais, on ouais, n'est pas bah, sur, oui, sur non, mais 200 n'importe millions, quel 300. film par rapport à C'est ça. Tenet. Mais ou Interstellar, enfin globalement ou Inception. Ouais, compris. Mais non, une vraie prouesse technique. Ça m'a fait penser, un petit peu au Pulp Fiction de Tarantino. Je me suis dit, c'est son film, c'est son film où il y a tout dedans, où il y a un pour moi le scénario incroyable, le climax. Pour moi, c'est le meilleur climax. Enfin, pour moi, c'est le meilleur climax de Christopher Nolan. En plus, il est pas long, c'est simple, c'est un peu complexe. Enfin, c'est simple. Le scénario est simple, mais c'est assez complexe comme film. On peut le revoir 2 fois d'ailleurs. Moi, je l'aime beaucoup, mais je le trouve un peu scolaire. Scolaire. Scolaire dans simple, le sens alors. où en fait son concept de dire on va remonter le temps à travers les souvenirs, je trouve que ça s'épuise un peu au bout d'un moment. Et t'as compris, des fois il y a des trucs qui servent pas à grand chose quand il brûle les affaires de sa femme. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Et je me dis oui, c'est un peu scolaire. Je trouve un tout petit peu scolaire. Ça rajoute du tragique. Après, t'es un petit peu sévère, c'était Ouais, son deuxième c'est film. dur. dis donc. Non mais j'adore. Scolaire, mais t'es dur quand même. J'adore Memento. J'adore tout ce que fait. Tout ce que fait, oui. À part Insomnia peut-être. J'avoue, c'est le film que j'aime le moins de Nolan. En même temps, c'est pas celui, il l'a pas écrit. Non mais c'est le seul qu'il a pas t'es écrit. d'accord avec moi quand même que c'est incroyable. Oui, mais c'est juste sur le concept où en fait, je trouve qu'au bout d'un moment, il s'épuise Mais un peu. justement, celui-là, quand tu parles de la toute première, enfin en fait, là, si vous l'avez pas vu le film, la première scène du film, c'est en fait la dernière. Oui, voilà. c'est ça. Et en fait, quand tu vois cette scène-là, tu te dis j'ai vu le film et qu'est-ce que je vais vraiment apprendre sur cette enquête? Et justement, tu dis qu'on n'apprend pas grand-chose ou alors ça avance pas très vite. Non, je dis pas qu'on apprend Enfin, pas grand-chose. Ça avance. Je trouve que oui. C'est il y a redondant. oui. C'est redondant. Moi, je trouve que justement, t'en apprends plein de choses Mais sur ce que je dis sa par maladie. ce que je dis par scolaire, c'est juste la technique. Oui. C'est le fait que voilà, Mais c'est des nouvelles scènes à chaque fois le quand même. concept est un petit peu, mais ce qu'on reproche à Nolan parfois, le concept est un petit peu au-dessus du fond. Et du coup, quand le concept est voilà, on a compris le Je concept. t'aurais dit oui mais si faut aller le un peu climax plus. n'avait pas été aussi fort. D'accord, je comprends. Jade, quel est ton deuxième meilleur film de Christopher Nolan? Mon deuxième meilleur film, du coup, c'est Interstellar. Interstellar, d'accord, très bien. Écoutez, pareil, je veux dire, de pouvoir utiliser ce thème de la science-fiction qui est très très utilisé, qui a été épuisé, etc. Et de parvenir à encore y foutre de l'émotion et ce film, il m'a fait peur. Il m'a fait pleurer, il m'a fait peur, mais il m'a fait pleurer de joie. Enfin, je veux dire, c'est un melting pot d'émotions. J'arrive toujours pas à le digérer en fait après coup. Là, en parlant avec vous, je me rends compte que j'ai toujours pas digéré. Ça pas digéré Interstellar. Et Julia, toi, quel est ton deuxième? Alors moi, ce n'est pas Interstellar, c'est Le Prestige. Le Prestige. Ah. C'est bien. Chacun a un C'est choix, beau. un choix C'est différent. Que je trouve un peu sous-coté. Enfin, je sais que de plus en plus, il rentre un petit peu dans la culture Nolan. Ouais. Mais je trouve que pour la qualité de ce film, il est vachement sous-coté. Le duo d'acteurs
Bah, mais Christian parlons-en, Bale il est et juste Hugh Jackman incroyable, mais oui. et Scarlett Johansson aussi. Oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, pour moi, même les acteurs un peu de second plan sont tout aussi incroyables. Encore Michael Michael Caine, Caine. Scarlett Mais lui, il Johansson. fait partie des meubles. Ah, il Hein. il fait partie de tous les films Même maintenant. dans Dunkerque où il y est pas, on entend sa voix. Ah, Donc, maintenant, c'est... Et je trouve ce film incroyable, la tension jusqu'au bout, le... C'est... Pour moi, c'est vraiment... En fait, je n'ai rien à lui reprocher à ce film. Ouais, non, mais je suis Et d'accord. je trouve que... Parce qu'on fait quand même... Il y a quand même beaucoup de films autour de la magie, des magiciens du 19e siècle, tout ça. Et je trouve que vraiment, c'est le plus réussi. Parce que là, il y a vraiment une notion de rivalité qu'on retrouve pas forcément justement dans les autres films qui touchent ce domaine et ce thème. Bah, c'est un très bon choix. Moi, pour ma deuxième place, je rejoins les auditeurs avec fidélité. C'est Inception. Bon, voilà, je ne vais pas en rajouter. On en a déjà beaucoup dit. Je trouve que c'est un film incroyable d'avoir fait quelque chose de monumental comme ça et de si puissant. Et à revoir en salle, on est toujours impressionné par ce film-là. Je m'en lasse pas. Donc voilà, Inception en deuxième place. Mais avant que nous passions à la première place, rapidement, quel est le pire film de Christopher Nolan pour tenter, vu qu'on sauce beaucoup, on va lui mettre un petit coup de... Ah, vas-y, Michael, quel est le pire film? Comme toi, Aurélien, Insomnia, Insomnia, j'ai ouais. trouvé ça un petit peu lent. C'est le moins scénario, pas si... C'est le moins personnel, Ouais, c'est en ça. fait, parce qu'il l'a pas écrit, c'est le seul qui l'a pas écrit. C'est un remake en plus d'un film norvégien, donc ouais, c'est... je suis d'accord. Al Pacino est bien, mais tu es là... Robin Williams aussi. Oui, Robin, ils sont qui bien, est d'ailleurs dans un de ses seuls rôles de méchant Ouais, de un sa des vie, rares je méchants, crois. ouais. Donc, intéressant, mais sans plus, quoi. D'accord, Julia. Eh bien, écoutez, moi, c'est Dark Knight Rises. Ah, le Oh là dernier, là, ouais, non. Ah, franchement. celui-là, je Alors, trouve qu'il est trop attaqué méchamment, alors que moi je l'aime bien. trouve, Mais- je dirais pas pire, parce que la question c'est le pire Quel film, est le mais je pire trouve que le pire c'est un peu, c'est un mot un petit peu trop Ouais. fort, quoi. Je dirais pas que c'est le pire, c'est juste que c'est Le celui moins bon. auquel moi j'accroche le moins. Mais D'accord. je veux pas dire qu'il est mauvais, c'est D'accord. juste que, voilà, je Pas de- n'accroche pas totalement. Peut-être qu'il sera le premier des auditeurs, on Mais va oui. voir. J'espère Jade, pas, toi, parce quel- que- Eh ben je rejoins Julia parce que j'hésitais avec Batman Begins. Moi Ouais. aussi. Parce qu'on sent que ça tâtonnait vraiment. Au départ, c'est Katie Holmes qui a le rôle féminin. Et puis d'un coup, ça devient Maggie Gyllenhaal à partir du 2. Bah alors ça c'est pas de la faute de Nolan, c'est de la faute non, de Katie Holmes oui, qui est non, allé mais voir la scientologie de ça- trop près. Dans le 1, tu vois qu'il cherche encore comment prendre Ouais. ce mastodonte qui est Batman. Et puis dans le 3, il y a eu un problème de beaucoup, à l'inverse, de trop de confiance. On va ne pas évoquer une énième fois la mort de Marion Cotillard Oui. dans le film. Oh, Non, le bah, spoil. ne réduisons pas ce film Non, à la mais mort de Je Marion trouve que le Cotillard. scénario se casse un peu la gueule pour le coup. Tu vois, ça part de partout. C'est vrai too qu'Catwoman, much. elle sort de nulle part. C'est quoi. vraiment Ah non, too moi, much je trouve chacun. que C'est vrai? Moi je trouve que vraiment le 3 je l'aime beaucoup et quasiment autant que le 2 donc Et par contre, je trouve The que Dark Tom Knight. Hardy est très bon dedans. Oui, il est Par incroyable. contre, je tiens Oui, à le dire. Tom Hardy, Des fois, Utiliser Tom Hardy sans montrer le visage de Tom Hardy, ça par contre faut le faire. c'est très fort. Et bon bah on va passer à la première place. On voit rarement le visage de Tom Hardy chez Nolan. Hein. Tout à fait. Dans Inception, il joue des personnages du coup qui sont d'autres personnages, Ouais. donc c'est pas forcément lui. Dans Dunkerque, il a Il un a masque toujours son d'aviateur masque pilote. Ouais. pendant quasiment Ouais. tout le film. Donc Nolan n'aime pas trop le visage de Tom Hardy, mais il l'aime beaucoup puisqu'il est toujours là. Bon, allons-y. Donc le premier, selon les auditeurs, le meilleur film de Christopher Nolan, ça s'est joué de peu avec Inception. Ça commence par la même lettre, par les oui. deux mêmes lettres. Interstellar, sorti en 2014, écrit par donc Christopher Nolan avec l'aide de son frère Jonathan Nolan. Que pensez-vous de ce choix-là? Surprenant ou pas, Julia? Pas du tout surprenant, vraiment pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Aussi, film très populaire comme Inception. Et je dirais que ce film est un petit bijou. Voilà, je l'ai revu là il y a pas longtemps. Et c'était un peu ce que disait Jade tout à l'heure. C'est un bijou. Il y a tellement d'émotions qui passent dans ce film. On est chamboulé. C'est indéfinissable, en fait. C'est vraiment au générique à la fin. Limite, on se pose sur son canapé, on ne parle pas et on réfléchit, quoi. C'est vraiment au niveau de l'émotion, il y a quelque Ouais. chose qui passe qui est juste incroyable. Et la musique, C'est le bon, plus voilà. émouvant, ça doit être le plus Ah émouvant des films de Christopher Nolan, effectivement. Et oui, je suis d'accord, moi c'est. Bah, je spoil aussi, parce que je suis d'accord avec les auditeurs, c'est aussi Interstellar que j'ai mis en première position, parce que je trouve que ça, c'est peut-être mon film d'ailleurs, au-delà de Nolan préféré, parce que je trouve que c'est un film où tout est parfait, vraiment. C'est ça. La Ouais. musique, le jeu des acteurs, la mise en scène, le scénario, je trouve. Bon, alors on reproche parfois un peu la fin, mais la fin, limite, je peux comprendre. C'est quasiment le seul défaut de ce film-là, mais sinon, je trouve que tout est parfait dans Interstellar.
c'est une expérience de cinéma incroyable et même quand on le revoit chez soi, on est touché, on est pris là-dedans. Moi, ça me surprend un peu que les auditeurs aient mis ça parce que moi, j'aurais vu plutôt Inception. Après, ça s'est joué d'une voix, donc comme quoi c'est de peu, mais Inception, j'ai l'impression qu'il avait plus marqué qu'Interstellar et en fait, on s'aperçoit que Et je non. pense que c'est une question de Interstellar, génération, excuse-moi de te couper, Vas-y, pardon. bien sûr. Inception, c'est vraiment notre génération, tu vois. Alors après, je n'ai pas une idée quelle est la moyenne d'âge des téléspectateurs. Il y a 4 ans de différence des entre auditeurs. Interstellar et Inception. Oui, hein. mais je pense que nous, ça a été le Nolan qui nous a marqué, nous. Et je vois quand j'échange avec des jeunes plus jeunes, eux, ils disent Inception, oui, mais Interstellar. Ah ouais, et d'accord. Interstellar passe vraiment devant. Mais c'est fou comme expérience de cinéma, Mickaël. Bah, comme Jade l'a dit, effectivement, ça a été une claque pour tout le monde. On s'y attendait pas. En fait, après Inception, on s'est dit, wow, il va peut-être pas faire aussi. mieux, ouais, ouais. il va pas faire un film encore plus grandiose. Parce que je pense que c'est le mot qui définit ce film. Ouais. Grandiose. Et bah, si, il va au-delà parce qu'on parlait des rêves. Mais là, il crée un univers incroyable. Tu parlais de la fin. On adhère pas, mais c'est quand même incroyable. Je crois d'ailleurs que c'était des vrais décors de bibliothèque construits pour qu'il fasse ça. Ah bah, chez Nolan, tout. Dans Inception, l'avalanche, ils ont vraiment déclenché une avalanche. Là-dedans, ils ont vraiment tourné dans des conditions. La planète eau, ils ont tourné ça sur l'iceberg, le plus grand iceberg européen en Islande, du coup, je crois. Tout est vrai chez Rien Nolan n'est et c'est laissé ça au qui hasard plaît et- aussi aux gens, je pense. Aussi au niveau des costumes, il faut savoir que c'est des vraies combinaisons pour que ce soit encore plus réel. Et du coup, les acteurs portaient vraiment des combinaisons qui font environ 12 kilos. Ouais, c'est ça. Et Anna Thaoué, d'ailleurs, elle a fait une crise d'hypothermie, je crois, Ah ouais. en Islande parce que sa combinaison était mal fermée. Et dans l'eau, du coup, il y a l'eau gelée qui est rentrée dans sa combinaison. Et du coup, elle a pris un petit peu cher. Jade, tu voulais dire quelque chose? Oui, plein de choses se sont colportées dans ma tête. Déjà, de se dire qu'on a de la chance que ce soit finalement Nolan qui l'ait fait et pas Spielberg. Parce que initialement, je ne sais pas si vous saviez, mais il devait avoir une histoire d'amour entre le personnage de Anna Thaoué et Matthew de McConaughey. Matthew McConaughey, Ah ouais. que Murphy devait être un petit garçon et non une petite fille. Ah ouais. Ah oui, d'accord. On est quand même content de ce choix-là, Ça, rien ouais. que pour avoir Jessica Chastain, Chastain incroyable. à l'écran. Incroyable. Et c'est aussi que moi, ce que j'admire par-dessus tout, je suis très fan de science-fiction. Il y avait déjà eu Gravity avant. C'est un exercice qui a été vu et revu. Ouais. Et il faut savoir qu'en plus, Nolan, il a voulu devenir cinéaste en ayant vu 2001 Odyssée de l'espace. Oui, c'est un film Ça nous qu'il- parle quand même pas mal quand on voit les robots avec qui qu'il a ajouté dans le film, plus Star Wars. Et il a réussi à faire quelque chose d'ultra crédible en restant quand même sur des suppositions et sur des spéculations. Et notamment, c'est un des premiers à demander à l'intervention de vrais scientifiques, Ouais. puisqu'il y a des vrais... C'est Kip Thorne, Voilà, précisément. exactement, qui sont venus intervenir sur encore la rédaction du scénario. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ne laissent rien au hasard. Et il est allé tellement loin qu'ils ont vraiment simulé un trou noir et on s'est aperçu en 2019 que la première photo d'un trou noir ça ressemble au trou noir d'Interstellar parce que ils ont vraiment fait des recherches scientifiques et ça a permis des avancées, donc même la modélisation de ce qui est vraiment ça ressemble quasiment à ça, un trou noir. Donc c'est le fait de pousser tellement loin l'exigence autour d'un film qui se veut quand même réaliste que ça crée des avancées, c'est complètement fou quoi. Mais justement, on a vu la première place. Vous, quels sont vos meilleurs films de Christopher Nolan? Pareil, Mickaël, Interstellar ouais. aussi. Ouais, totalement. Julia. La même Eh chose. bien, pas moi. Je l'ai pas mis dans mon top alors que je le trouve vraiment incroyable. Ah. Mais du coup, c'était vraiment un choix personnel. Donc, Oui, du bien coup, sûr. c'est pour ça que il serait peut-être 4e de mon top. Mais moi, D'accord. c'est The Dark Knight. The Dark Ah, Knight, ouais, d'accord. c'est vraiment, qu'on a vu en 3e place pour c'est- les auditeurs. Très bien. Et Jade? Mais Julia, je suis déçue qu'on se soit pas rencontrés avant, parce que Ah. moi aussi, c'est The Dark Knight. Parce que, pareil, Il y a pas deux teams, il y a pas Mickaël et d'un- moi. C'est pas ça, du ouais. tout d'un point de vue objectif, mais d'un point de vue personnel, Ah ouais, je pense non. que Oui, c'est... bah, c'est... En fait, c'est Heath Ledger. Je pense que ça Ouais. nous reste, on n'a pas digéré. Ouais. Et mais puis je même, comprends. c'est aussi le nombre de scènes cultes, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Rien que Ouais. l'intro. Rien Oui. que quand je lance le film, j'ai des frissons. Rien que dès la première scène, quoi. C'est juste incroyable. Mais rapidement, du coup, avant que je donne le classement intégral des auditeurs, pourquoi est-ce que on parle tant de Nolan? Qu'est-ce qui fait que c'est un cinéaste un peu culte? Et il y a ceux il a des détracteurs, il en a pas mal, hein, qui aiment pas du tout, qui trouvent justement qu'il est trop, qu'on en parle trop. Est-ce qu'on en parle trop et qu'est-ce qui fait tant parler de lui, Jade? Écoute, je pense qu'il est rentré ces dernières années, comme on l'a dit, il a confirmé sa position de grand réalisateur, mais quand même capable à la fois de faire des choses assez pointues, mais accessibles au grand public, à la même image que ce soit Tarantino, Fincher, etc. C'est un mec qui peut faire des millions d'entrées, mais quand même être hors compétition à Cannes ou dans d'autres compétitions, et je pense que c'est ça qui énerve finalement un petit peu les gens, c'est cet homme qui est capable de convaincre toutes les parties, la critique et le Ouais. public. Ce qui est Après,
moi, je mettrais en garde, et l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allée voir Tenet, c'est que quand j'ai vu ces annonces de vrais Airbus ou de vrais Boeing qui explosaient, etc., moi, je dirais de mettre en garde que, au bout d'un moment, tu ne peux pas, même s'il utilise tous les artifices pour rendre le film le plus crédible, qu'on ne peut pas substituer le spectaculaire et l'incroyable à un vrai fond de scénario, comme il nous a toujours montré qu'il était capable de le faire. D'accord. Donc, ok. voilà, tout est mérité pour Nolan. Tout a un sens dans les moindres détails, mais précautionneux pour les prochains films. Julia. Je suis totalement d'accord avec ce que disait Jacques. Du coup, on va partir. On va partir tout de suite. Non, mais je trouve que ce qui est assez incroyable chez Nolan, et je pense c'est aussi ce qui plaît chez les gens, c'est le fait que ce soit des films très très complexes, mais accessibles. Ouais. C'est-à-dire que c'est à la fois pour des connaisseurs de cinéma, mais aussi pour des personnes qui ont juste envie de se divertir. Et ce que je trouve aussi fort, c'est que, par exemple, il y a des personnes qui aiment bien les films blockbusters d'action, ou un petit peu où c'est course-poursuite, Ça va leur pan-pan, plaire, du etc. coup, ouais. Et en fait, lui, il arrive à garder ce côté blockbuster action, Ouais. mais tout en ayant une finesse qui va plus être présent dans le cinéma d'auteur ou dans des genres un peu plus complexes. Et je trouve que c'est tout ce qui fait la bonne recette de Nolan. Eh bien, justement, je vous propose donc de découvrir ce classement. Je rappelle, première place Interstellar, deuxième Inception, troisième The Dark Knight, quatrième place, les auditeurs ont mis le Prestige que tu avais cité. Oui. Moi aussi, qui est peut-être à la quatrième place, je l'ai rejoint, je suis assez d'accord avec les auditeurs, hein. À quatrième place. Et cinquième place, alors on est sur une égalité, il y a Tenet en cinquième place, à égalité avec Dunkerque, à égalité avec Memento, égalité avec The Dark Knight Rises, qui pour le coup quand même est en cinquième place pour les auditeurs. Il y en a qui n'ont pas été cités, hein. Alors Insomnia n'est pas passé, Batman Begins non plus, Following c'est pas étonnant, les gens le connaissent un peu moins, mais bon voilà, au moins on voit un peu les goûts et on voit qu'il y a eu pas mal, et notamment vraiment un appétit pour Interstellar et pour Inception. Mais voilà, chez vous aussi, n'hésitez pas à nous dire quel est votre film de Christopher Nolan préféré. Vous pouvez nous dire ça en commentaire sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clapeurs du jour, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et vous pouvez dès maintenant vous abonner à notre chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série et activer la cloche pour découvrir tous ces épisodes. Rendez-vous vendredi sur Clapement 5 pour un nouvel épisode sur les anecdotes les plus folles de vos films préférés. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.